Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, le procès de 6 soldats du 3e RPIMA de Carcassonne à Montpellier. Le 29 juin 2008, des portes ouvertes avaient tourné au drame. 16 personnes ont été blessées par balle lors d'une démonstration de tir. La suite des travaux sur les voies ferrées du Gard, le chantier de modernisation de la ligne entre Nîmes et le Grau-du-Roi a débuté cette semaine. Les usagers devront une nouvelle fois s'adapter. Le point dans ce journal. On reviendra sur l'aventure de Fibro Sud à Saint-Mathieu-de-Tréviers dans l'Hérault. Menacée de fermeture, l'entreprise a été reprise par 6 cadres de la société, puis direction Pierre-Vive, où se tient actuellement l'exposition Recycle. Visite guidée à la fin de ce journal. C'est le procès d'une démonstration militaire qui a mal tourné. Depuis ce matin, 6 soldats sont devant la chambre militaire du tribunal correctionnel de Montpellier. Lors de portes ouvertes organisées au 3e RPIMA de Carcassonne, une simulation de tir blesse 16 personnes. Des balles réelles étaient mêlées aux balles à blanc prévues pour l'occasion. Les détails, Vincent Pereira pour midilibre.fr. Le 29 juin 2008, une démonstration de libération d'otages en milieu hostile était organisée lors des journées portes ouvertes du 3e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. L'un des militaires, le sergent Nicolas Visiose, avait chargé son fusil d'assaut avec des balles réelles, par mégarde, mélangées à des balles à blanc. Bilan, 16 blessés dont 5 enfants, certains avec des séquelles très importantes. Durant ces 3 jours, le tribunal correctionnel de Montpellier doit déterminer les responsabilités des 6 prévenus, tous militaires à l'époque des faits. L'agglo de Montpellier sera transformée en métropole par décret. C'est ce qu'a affirmé le Premier ministre alors qu'il recevait la presse régionale hier à Matignon. Une rencontre dédiée au décryptage de la réforme de la décentralisation. Jean-Marc Ayrault a déclaré qu'il prévoyait la transformation de 10 agglomérations françaises de plus de 400 000 habitants en métropole. Parmi les villes citées, Toulouse, Toulon, Bordeaux et Montpellier. Donc l'enjeu est de taille pour les candidats à la prochaine élection municipale. Écoutez. Ça me paraît essentiel, ce statut, ne serait-ce que pour exister entre Bordeaux, Marseille, Lyon et Toulouse. L'absence de Montpellier au cœur de ce quadrilatère entre les 4 grandes villes du Sud, la 5e étant Montpellier, aurait été préjudiciable pour la ville, pour son agglomération actuelle. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Ceci dit, je confirme également que la mise en place de la métropole ne doit pas se faire contre les institutions voisines que sont la région, le département ou la ville ou les villes de l'agglomération, elle doit se faire avec elle. Et en ce sens, je constate avec plaisir également que la déclaration du Premier ministre fait état ce matin de la certitude qu'il n'y aura pas en quelque sorte de modèle unique, identique sur tout le territoire, qu'on pourra s'adapter à la sauce locale et à la donne locale et également envisager des conventions. Et de son côté, le maire de Castelnau-le-Lez s'est indigné dans un communiqué de l'annonce faite par le Premier ministre socialiste. Jean-Pierre Grand a annoncé qu'il lançait une pétition contre la transformation de l'agglo de Montpellier en métropole par voie de décret, inacceptable pour l'édile UMP. Après le chantier d'envergure du viaduc de Courbessac, les travaux se poursuivent sur le réseau ferré gardois. Cette semaine, c'est l'entretien et la modernisation de la ligne entre Nîmes et le Grau-du-Roi qui démarre. Des aménagements nécessaires, mais qui impactent une nouvelle fois les usagers. Pendant la durée des travaux, la SNCF doit remplacer les trains express régionaux par des bus. Léa Smirnov et Lisa Matonnet. La modernisation du réseau ferré gardois se poursuit sur la ligne Nîmes-Le Grau-du-Roi. Un chantier financé à hauteur de 21 millions d'euros par l'État, la région et le réseau ferré de France qui engendre la fermeture complète de la ligne durant 4 semaines. Nous menons plusieurs chantiers de front. À commencer par Saint-Césaire où nous modifions le plan de voie afin d'améliorer la capacité sur la ligne. Nous automatisons la ligne entre Saint-Césaire et Vauvert. Nous remplaçons des plattelages de passagers à niveau et nous changeons des traverses comme le chantier que nous voyons actuellement pour améliorer le confort et pérenniser la ligne. Les TER ont été remplacés par des autocars. La durée du trajet passe donc de 45 minutes à 1h20, une solution qui ne satisfait pas tous les voyageurs. Je préfère le train, il n'y a pas photo, hein, c'est sécurité, tranquillité. Moi quand je descends du bus, je suis à moitié à tout retourner. Hein. Pour quelqu'un qui a l'habitude de le faire, effectivement le TER c'est mieux, parce qu'il est sûr d'arriver à bon port et à la bonne heure. Maintenant prendre le car c'est sympa aussi, hein. Je veux dire moi ça me dérange pas, c'est très ponctuel. La réouverture de la ligne, prévue le 25 avril, permettra aux locaux et aux vacanciers d'aller se baigner dès les premières chaleurs.
L'inauguration de la liaison Montpellier-Rome en avion, c'était ce matin à l'aéroport de Fréjorgues. La compagnie Alitalia relie à présent Montpellier à la capitale italienne à raison de 2 vols par semaine, les mercredis et les dimanches. Une rotation qui se poursuit tout l'été jusqu'au 27 octobre, mais qui n'a pas seulement une vocation touristique. L'Italie est le deuxième partenaire économique de la région Languedoc-Roussillon. Écoutez. Nous avons ouvert ces lignes, cette liaison entre Montpellier et Rome pour toutes les communautés italiennes qui sont ici et aussi pour rendre accessible le sud de la France, donc Montpellier en particulier, la possibilité de prendre les connexions entre l'hub de Rome pour toutes les destinations de la région méditerranéenne et Italie et des grandes destinations intercontinentales. C'est une société qui était promise à la fermeture. En 2011, le groupe propriétaire de Fibrosud est placé en redressement judiciaire. À Saint-Mathieu-de-Tréviers, une quarantaine d'emplois est menacée. 6 cadres décident alors de reprendre l'activité. Une histoire qui se poursuit plutôt bien. Amandine Debert. Leur petite entreprise de réparation et maintenance électronique ne connaît pas la crise. Et pourtant, en 2011, la multinationale propriétaire de Fibrosud veut s'en séparer. 6 cadres refusent de baisser les bras et décident de se porter acquéreurs. Depuis, l'entreprise se porte plutôt bien et multiplie les contrats. Même si on a eu quelques avantages quand on est passé dans le groupe, on ne nous a jamais vraiment donné les moyens de nous développer non plus. Suède, Suisse, Croatie, Italie, les contrats de réparation en électronique viennent de toute l'Europe. Cette chaîne, par exemple, répare un modem fabriqué en Chine, passé par la Pologne et à destination du Portugal. Fibrosud a décroché le contrat en se montrant plus compétitif que ses concurrents. Pour y arriver, les dirigeants ont misé sur la qualité et l'innovation. C'est très difficile aujourd'hui en France, en termes de coût de main-d'œuvre, d'être concurrentiel avec des pays de l'Est ou des pays d'Asie. Par contre, c'est notre technicité et notre recherche et développement qui nous permettent de faire la différence. Pour être moins cher, il faut savoir s'adapter, mais surtout se montrer inventif. Ici, on discute et on est toujours à la recherche de bonnes idées pour travailler plus efficacement. Il y avait une culture PME qui était très forte chez nous, qui a toujours perduré malgré le fait qu'on ait été racheté successivement par plusieurs grands groupes. C'est toujours cet esprit d'innovation, de trouver des solutions, de ne pas rester ancré sur des systèmes préétablis. Résoudre les problèmes rapidement, bricoler de nouveaux outils. Tout cela est possible grâce à la souplesse d'une PME. En période de crise industrielle, les dirigeants veulent montrer à tous que les compétences, l'esprit d'entreprise et des produits de qualité peuvent permettre à l'industrie française de prospérer. Un mot de sport à présent avec le match de gala qui opposait hier soir le MAHB à l'équipe nationale du Brésil. Une rencontre qui marque la fin de la trêve internationale pour les handballeurs montpelliérains. Ils se sont imposés 37 buts à 33. Le reportage de Denis Tully et Bastien Malou. Ambiance festive pour ce surprenant MAHB Brésil, un match amical idéal pour la reprise du championnat. Cette confrontation à dimension internationale a passionné le public qui a répondu présent, et qui de mieux pour donner le coup d'envoi que le défenseur brésilien du MHSC, Vitorino Hilton. Ce match a permis au coach montpelliérain de juger l'état de son équipe après une trêve internationale de 15 jours, et notamment la forme de Dragan Gajic qui a retrouvé les parquets et de fort belle manière en inscrivant un 7/7. Également plus de temps de jeu donné aux jeunes qui ont l'occasion de faire leurs preuves. Retrouver les automatismes était le but de cette rencontre, mais des problèmes défensifs sont à signaler. 33 buts encaissés, une performance qu'il faudra améliorer lors de la réception de Créteil ce vendredi. Les Cristoliens actuellement avant-derniers du championnat ne représentent pas forcément un danger. D'autres matchs plus décisifs attendent le MAHB, comme le déplacement à Dunkerque et la réception du PSG Handball le 11 mai prochain. Objectif de fin de saison pour le MAHB, garder la 2e place actuelle et pourquoi pas remporter la Coupe de France. Et ce soir, les basketteuses de Latte disputent la demi-finale allée du championnat de basket féminin à Perpignan. Les Catalanes qualifiées surprise pour ce dernier carré et qui promettent au BLMA un derby enlevé. Coup d'envoi à 20h tout à l'heure et l'autre demi-finale oppose Lyon à Bourges. Jean-Marie Bessé estime que le non-renouvellement de son contrat est illégal. Le directeur du Centre dramatique national de Montpellier aurait décidé de saisir la justice et d'assigner en référé Aurélie Filippetti devant le Conseil d'État. Selon lui, la démarche de la ministre de la Culture serait une sanction disciplinaire déguisée.
De grands hommes en guest star du festival Radio France cette année, Nixon, JFK ou encore Napoléon sont à l'honneur de cette nouvelle édition, avec notamment la messe de Leonard Bernstein qui rend hommage à John F. Kennedy. Plus de 130 000 spectateurs sont attendus pour les quelques 200 concerts prévus en programme plutôt éclectique. Écoutez. On a un grand écart historique, mais c'est dans le thème qu'on retrouve une cohérence, c'est-à-dire de voir quelles sont les relations des musiciens avec les hommes politiques, avec le pouvoir. On essaie d'organiser la programmation autour de thématiques pour que le spectateur soit attiré par l'histoire. On sait que l'histoire est... en particulier l'été, les gens vont visiter des musées, des châteaux, et que l'histoire est un substrat, enfin un terreau qui est important, particulièrement en France. Le festival de Radio France qui se tient à Montpellier dans toute l'agglomération du 11 au 25 juillet prochain. Create Heroes, c'est le nom du film d'animation qui a remporté le concours Garmochon hier soir à Nîmes. La deuxième édition du concours de Pocket Film a attiré plus de 350 participants entre 11 et 25 ans pour 90 films en compétition. 12 créations ont été primées et c'est Camille Jalabert, un jeune arlésien de 17 ans qui a remporté le coup de cœur du jury. On l'écoute. J'avais un scénario en tête qui me trottait depuis un moment, donc j'avais envie de le faire et il n'y avait rien qui me poussait réellement. Donc une fois que j'ai trouvé ce concours, ça m'a poussé. J'ai fait beaucoup de petits films en fait, humoristiques la plupart, avec un ami à moi, donc Mathias Georges. Et donc film, j'en avais fait un avant celui-là en stop motion, qui était plus un essai qu'autre chose. Donc c'était moins abouti que celui-là en fait. Je veux dire, ça me faisait moins d'une minute, c'était moins. Voilà. Donc là, j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus parce que cette méthode, ça m'intéressait beaucoup plus que le vrai film. Donc pour le tournage simplement, en 3 jours, donc ça m'a pris entre 15 et 20 heures. Mais avant ça, j'ai donc fait le décor. Donc le décor, ça m'a pris plus de temps, ça m'a pris une semaine environ, avec 3 heures de travail par jour sur une semaine. Après, il y a environ entre 2000 et 2500 photos pour le film. Et le film tourne en 14 images par seconde si je ne me trompe pas. Je ne m'attendais pas du tout à gagner, quoi. C'est pour ça. C'est super en tout cas. Ils sont élèves en première et en terminale au lycée Jean Monnet de Montpellier, tous passionnés d'histoire de l'art. Aujourd'hui, à Pierre-Vive, ils ont découvert l'exposition Recycle, ou comment des architectes contemporains ont pris appui sur des bâtiments anciens pour créer des ensembles innovants. Voyez le reportage d'Alissa Lali et Natalia Martinez. Comment on peut réinventer une architecture ancienne? Arrivé du musée Maxi à Rome, Recycle permet la découverte de différents domaines de création. Des projets artistiques sont présentés autour du recyclage et du réaménagement des constructions déjà existantes. L'objectif, il est double. Il est à la fois de sensibiliser les plus jeunes à l'architecture à travers une notion qu'ils connaissent qui est le recyclage. Alors évidemment ici on ne parle pas de recyclage de déchets, on parle bien d'un recyclage autour de l'architecture et également bien sûr de montrer des projets architecturaux. En passant par EcoArc à Taïwan, Fresh Killis Park ou la rue Highline à New York, Recycle essaye de reconnecter le passé avec le présent. Chaque œuvre est une structure renouvelée, plus contemporaine, qui garde tout de même son histoire. Cette façon de recontextualiser l'environnement inspire les jeunes Montpelliérains. J'ai bien aimé l'expo, le fait d'avoir différentes plateformes avec de la vidéo, de la photo et des sculptures, c'était assez intéressant. Et aussi le propos de l'exposition était pas mal, parce qu'on a l'habitude de parler de recyclage en étant quelque chose de vachement hippie, un peu old fashion. Et le fait de voir des choses comme ça, plus artistiques finalement, que l'image qu'on se fait des écolos, c'est assez intéressant. Et aussi dans une société où on est là toujours à vouloir détruire pour reconstruire, montrer justement la réhabilitation de l'environnement, c'est plutôt pas mal. Recycle est une porte d'entrée pour sensibiliser les jeunes à l'architecture contemporaine en préservant la ville et la planète. Recycle, une exposition à voir jusqu'au 31 juillet à Pierre-Vive à Montpellier. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit présenté par Julien Desvages. Quant à nous, on se retrouve demain dès 12h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.